Donc, on va commencer sans plus attendre. Au nom de Sclérodermie Québec, je vous remercie d'être présent aujourd'hui en si grand nombre. On voit que c'est quelque chose qui vous interpelle grandement. Donc, avec 80 personnes qui s'en sont inscrites, c'est un sujet dans lequel vous recherchez de l'information, puis ça va nous faire plaisir de vous présenter le sujet du jour. Mon nom est Jenna Dubé, je suis directrice à l'agence TAC et j'aurai le plaisir d'animer l'événement aujourd'hui portant sur le syndrome de Sjögren associé à la sclérodermie systémique. Donc, l'événement débute par une courte présentation sur le sujet et d'un témoignage de Mme Lise Saint-André et sera suivi d'une période de questions issues de l'espace de clavardage. Donc, nous avons déjà reçu des questions, mais tout au long de la présentation et du témoignage, on vous invite à nous faire parvenir, à nous transmettre les questions qui vous intéressent. Qui serait complémentaire en fait à ce que vous aurez entendu aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre conférencier du jour. Il est résident en rhumatologie adulte au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et également médecin résident interne dans le programme de sclérodermie. Je vous présente le docteur Ho Cheng Cheng. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de vous parler de la maladie de Sjögren associée à la sclérodermie. Je me présente brièvement. Mon nom est Ao Cheng Shen, fait que mon nom est Dr. Shen. Présentement, je suis un résident de cinquième année en rhumatologie à l'Université de Montréal. Alors, c'est une année finissante et par la suite, je vais faire une surformation en sclérodermie pour pratiquer à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal par la suite. Alors, dans environ un an, c'est possible que vous deveniez un de mes patients. Fait que, dans le fond, c'est merci d'être venu aujourd'hui, puis j'ai bien hâte de vous rencontrer en personne un jour si ça a eu lieu. Alors, je vais de ce pas partager ma présentation. Est-ce que tout le monde voit bien? Alors, la présentation aujourd'hui se porte sur le syndrome de Sjögren, plus spécifiquement associé à la sclérodermie. Je voudrais tout d'abord remercier Sclérodermie Québec pour avoir rendu cet événement possible. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je voudrais également remercier Dr. Sabrina Oa, qui est une des médecins qui contribue beaucoup à la sclérodermie au Québec et qui fait aussi partie de Sclérodermie Québec. C'est une de mes mentors et elle m'a beaucoup aidé durant la préparation de cette présentation. Voici un peu le survol de l'agenda d'aujourd'hui. Fait qu'on va un peu survoler c'est quoi exactement le syndrome de Sjögren, c'est quoi les symptômes, comment on fait le diagnostic et comment on peut vous aider à justement diminuer les symptômes de cette maladie-là. Alors, si on commence pour le syndrome de Sjögren. Alors, le syndrome de Sjögren, c'est un nom qu'on donne en fait pour une maladie que beaucoup de gens appellent le syndrome des yeux secs et de la bouche sèche. La raison pourquoi on l'appelle comme ça, c'est parce que les symptômes principaux, c'est que ça cause les yeux secs et ça cause la bouche sèche. Alors, c'est une maladie qui atteint surtout les glandes exocrines, ça veut dire les glandes sécrétantes. Ce qui veut dire hors d'un jargon médical, c'est les glandes qui produisent dans le fond du liquide dans notre corps. Alors, les principales sont les yeux, la bouche, mais ça peut aussi toucher d'autres glandes comme les glandes de sueur au niveau de la peau, les glandes au niveau des bronches qui sont responsables d'lubrifier nos voies respiratoires et chez les femmes aussi les sécrétions vaginales. La maladie de Sjögren, c'est aussi une maladie qui touche plus que les glandes. C'est une maladie auto-immune systémique qui peut toucher plusieurs organes, tout comme la sclérodermie. Une des façons que nous, on décrit à nos patients, c'est que c'est une maladie qui est un peu comme le cousin de la sclérodermie et des fois, certains patients peuvent avoir un chevauchement des deux. Pour vous donner des chiffres, on estime qu'environ 60 personnes sur 100 000 sont atteintes de la maladie de Sjögren, qui est une des maladies du système immunitaire les plus fréquentes. On a beaucoup plus de femmes atteintes que d'hommes. Environ 90% des patients atteints sont des femmes. Puis environ
50 ans, c'est l'âge moyen pour lequel le diagnostic de Sjögren est posé. Puis une des raisons pour ça, c'est que la sécheresse ne se développe pas du jour au lendemain, c'est quelque chose de progressif et souvent, les patients ne vont pas s'en rendre compte avant que la sécheresse devienne assez avancée. En termes des symptômes principaux de la maladie, comme on a parlé un peu tantôt, tout d'abord, il y a de la sécheresse oculaire. Ça veut dire la sécheresse au niveau des yeux. Et une des raisons pour ça, c'est que les glandes lacrymales, qui sont les glandes qui sont présentes sur nos yeux ici, euh, arrêtent ou diminuent de produire des larmes. La façon que ça se manifeste, c'est les gens vont sentir que leurs yeux sont plus secs, qu'il y a une diminution au niveau des larmes. Ce que les gens nous décrivent souvent, c'est qu'il y a une sensation d'avoir du papier sablé dans les yeux. Il y a comme toujours cet inconfort-là qui est présent. Et à cause de ça, les gens vont commencer de plus en plus à utiliser des larmes artificielles. Ce qui est anormal pour nous en clinique, c'est quand les gens nous disent qu'ils doivent utiliser régulièrement, 3 fois par jour, plus que 3 fois par jour, des larmes artificielles. L'autre chose qu'on questionne souvent, c'est au niveau de la sécheresse buccale. On a plusieurs glandes salivaires au niveau de la bouche. On a les glandes parotides, on a les glandes sous-mandibulaires. On a aussi des glandes en dessous de la langue qu'on appelle les glandes salivaires mineures qui arrêtent ou diminuent de produire de la salive. Alors, les gens vont parler de sensation de sécheresse. Ils ont tout le temps l'impression que leur bouche est sèche. Ils ont tout le temps besoin de boire de l'eau en tout le temps. Un des signes, c'est si vous sentez que vous avez toujours besoin de traîner votre bouteille d'eau avec vous quand vous partez de la maison, c'est un des signes pour nous que la bouche est effectivement un peu sec. Un des autres signes, c'est justement quand vous devez vous lever la nuit, spécifiquement parce que votre bouche est trop sèche et vous avez besoin de boire. Une des autres conséquences, vu que la bouche est sèche, on a plus de difficultés à avaler les aliments. On a l'impression que les aliments coincent au niveau du haut de la gorge et qu'on a besoin toujours de prendre de l'eau. Un des indices, c'est que les gens vont dire que la nourriture va coller au niveau de la bouche, vont coller au niveau de la langue, va coller aussi au niveau des dents. Une des questions qu'on pose souvent à nos patients pour voir si ce problème pour avaler est quelque chose d'important, c'est on leur demande, est-ce que vous êtes capable d'avaler un biscuit soda sans boire de l'eau? Si la personne est capable, ça veut dire que la sécheresse, peut-être qu'elle est présente, mais qu'elle est quand même modérée. Si les patients ont de la difficulté à prendre le biscuit soda sans de l'eau, c'est quelque chose qui nous indique que peut-être la sécheresse est assez significative. Les autres répartitions, vu que la bouche est sèche, c'est que les gens ont tendance à faire plus de caries au niveau des dents. On sait que la salive protège nos dents contre les différentes caries. Alors souvent, les dentistes de nos patients vont dire, ben, coudon, me semble que ta bouche est bien sec, puis me semble que tu as donc bien beaucoup de caries dans la bouche, c'est pas normal. Alors souvent, on a des références de dentistes qui envoient les patients à nous pour voir est-ce qu'il y a une maladie de Sjögren qui est associée. Chez certains patients, ils vont avoir des infections buccales à champignons, du candida plus au niveau du fond de la gorge, qui va se manifester comme une espèce de tache blanche. Puis souvent, ce n'est pas symptomatique, puis plusieurs patients ne vont pas s'en rendre compte. Comme j'ai mentionné tantôt, la sécheresse peut aussi affecter d'autres organes, comme les voies respiratoires, la peau, le vagin, mais aussi au niveau du nez, puis causer justement beaucoup de sécheresse et de saignement nasal. Comme mentionné, la maladie de Sjögren est une maladie multisystémique. Alors, elle peut aussi atteindre plusieurs autres organes. C'est pourquoi, quand vous allez voir un médecin et vous avez ce syndrome-là, comme quand vous avez la sclérodermie, on questionne les patients de la tête aux pieds parce que c'est une maladie qui peut toucher différents organes au niveau du corps. Alors, pourquoi les gens ont exactement la maladie de Sjögren? La réalité, c'est qu'on a plusieurs hypothèses, mais en ce moment, la médecine est toujours en train de découvrir comment les maladies auto-immunes apparaissent. Ce qu'on sait, c'est que certains patients ont des gènes qui prédisposent à avoir une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, si on revient à la base, ça veut dire une maladie où nos propres cellules, nos propres systèmes immunitaires est trop puissant. À la place de se défendre contre les bactéries et les virus seulement, ils commencent à s'attaquer à nos propres cellules.
On sait que, en plus des gènes, des fois, il y a quelque chose dans l'environnement qui déclenche toute la cascade, qui stresse notre système immunitaire. Les choses qu'on dit souvent, des fois, c'est un petit virus qui peuvent arriver. Des fois, c'est des produits toxiques dans l'environnement ou des hormones que notre corps produit comme l'estrogène. Ce qui explique pourquoi cette maladie est plus prédominante chez les femmes, parce que les femmes ont naturellement plus d'estrogène comparé aux hommes. Puis pour la maladie de Sjögren, une fois qu'il y a cette auto-immunité-là, c'est une auto-immunité qui attaque surtout les glandes, qui cause les symptômes qu'on a discutés plus tôt. En rapport avec la sclérodermie, on donne souvent des étiquettes à des maladies, comme syndrome de Sjögren, sclérodermie, lupus. Mais dans la vraie vie, les catégories sont beaucoup plus floues. Certains patients peuvent avoir un chevauchement de deux maladies, comme certains patients peuvent avoir une maladie tout seul. Puis une des choses qu'on dit toujours, c'est qu'on traite le patient, on ne traite pas une étiquette, puis on ne traite pas une maladie. On estime que 20 des patients atteints d'une sclérose systémique ont aussi un syndrome de Sjögren. Les facteurs de risque, c'est justement une sclérose systémique de forme limitée et ceux qui ont un anticorps anti-centromère dans leur sang et aussi les patients qui ont des anticorps anti-SSA et anti-SSB. Une des choses à mentionner, c'est qu'on a le droit d'avoir les yeux secs et la bouche sèche sans nécessairement avoir un syndrome de Sjögren. On sait qu'il y a plusieurs causes qui peuvent causer ça. Je pense que la chose la plus fréquente qu'on rapporte beaucoup dans notre vie moderne, c'est qu'on passe beaucoup de temps à l'écran. Alors, juste le fait d'être à l'écran à longueur de journée, le fait qu'on clignote moins des yeux, bien, naturellement, ça va rendre les yeux plus secs. Mais il y a aussi plusieurs médicaments qu'on vous donne pour, en général, qui peuvent HSC les yeux. Le diabète peut aussi causer une diminution de production au niveau de la salive, surtout le diabète de type 1. Les patients qui ont déjà eu un cancer au niveau du cou, au niveau du visage, qui ont déjà subi de l'irradiation, ça aussi, ça peut affecter vos glandes salivaires. Puis finalement, les patients qui consomment de l'alcool à long terme peuvent aussi sentir leurs glandes salivaires gonfler euh, et qui peut causer de la sécheresse aussi. Alors, ça revient à ce point. Si on peut avoir la maladie de Sjögren, on peut avoir de la sécheresse, puis on ne peut pas l'avoir, puis on peut être sec, comment on fait exactement pour diagnostiquer cette maladie-là? Alors, on a vraiment un processus diagnostique. Et en rhumatologie, une des choses, c'est que nos maladies, on n'a pas un test sanguin parfait qui nous dit vous avez cette maladie-là. Puis ça ne veut pas dire que vos tests sanguins, vos anticorps sont négatifs, que vous n'avez pas cette maladie. Alors, c'est vraiment un examen clinique en compagnie de tests diagnostiques qui nous fait faire suspecter le syndrome de Sjögren. Et si notre suspicion est assez élevée, on va vous envoyer pour faire des tests additionnels, mais qui sont plus invasifs. Alors, tout d'abord, on commence avec les symptômes que vous nous rapportez, la sécheresse, les gonflements au niveau des glandes salivaires, des arthralgies, et des fois, les patients vont se plaindre de syndromes neurologiques, des picotements au niveau des doigts et au niveau des pieds. Une des choses à savoir, c'est que bien sûr, il y a d'autres causes qui peuvent causer vos symptômes et on regarde une constellation de symptômes plutôt qu'un symptôme isolé. Par la suite, votre médecin pourra vous envoyer faire des tests diagnostiques. Alors, on a justement des tests en santé buccale, en ophtalmologie et des prises de sang que je vais parler un peu plus tard. Puis si à ce moment-là, on a encore un doute, on peut vous envoyer faire une biopsie des glandes salivaires ou on peut faire des tests en radiologie pour essayer de voir la santé de vos glandes. Puis par la suite, votre médecin avec vous va synthétiser tout ça puis va essayer de voir si justement vous avez la maladie de Sjögren. L'Association des rhumatologues américains a développé des critères pour suggérer que quelqu'un a cette maladie-là, mais comme on disait tantôt, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ces critères, que vous n'avez pas cette maladie-là. Ça ne veut pas dire que vous avez ces critères, que vous avez nécessairement la maladie de Sjögren. Mais je pense, en règle générale, même si vous n'avez pas cette maladie-là, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut vous offrir pour alléger vos symptômes. Puis par la suite, une fois qu'on a le diagnostic confirmé, on a justement des modifications de l'environnement, un traitement symptomatique, puis la surveillance. Alors, si on parle des tests que votre ophtalmologue peut faire, il y a des tests précis.
Alors, le premier que vous voyez à gauche, ça s'appelle le test de Schirmer. Alors, ce que c'est exactement, c'est qu'ils vont mettre une bande de papier sur vos yeux, puis vu que les larmes vont mouiller la bande, euh, la migration de l'humidité va progresser. Alors, là, votre ophtalmologue va essayer de voir justement est-ce que la production de la salive est quelque chose de normal ou anormal. L'autre test qu'ils peuvent faire, ça s'appelle le OSS ou le Ocular Staining Score que vous voyez à droite. C'est principalement un test où ils mettent du colorant sur vos yeux, puis ils regardent s'il y a comme des micro-cicatrices qu'on retrouve chez les patients qui ont des yeux secs, parce que les larmes protègent justement notre cornée. Puis par la suite, il y a des tests qu'un spécialiste de santé buccale peut vous faire, soit un dentiste, soit un ORL. Le premier, c'est justement mesurer de combien de salive vous produisez. Fait qu'il va probablement vous faire cracher dans un pot pendant 15 minutes pour essayer de voir si la production de salive est diminuée. L'autre chose que votre dentiste peut faire, c'est justement un examen au niveau de la bouche pour voir si justement on a des signes de carie, on a des signes de sécheresse franche qui nous pointe vers un diagnostic de la maladie de Sjögren. Je vous présente ici brièvement les critères de classification, puis ça, j'aimerais ça que vous regardez ça avec justement une tête reposée. Je vous partage ça parce que je trouve que c'est quand même assez important pour partager avec vous comment nous, les médecins, on pense, puis comment on fait pour justement arriver à un diagnostic. Alors, comme je dis tantôt, c'est des critères de classification, fait que ça nous permet de classifier un patient comme ayant une maladie auto-immune si on suspecte déjà ça. Mais ce n'est pas des critères de diagnostic. Alors, dans le fond, les choses qui sont mentionnées, on a bien sûr les résultats de biopsie qui nous donnent 3 points. Si vous avez les anticorps, vous avez 3 points. Si vous avez des tests au niveau des yeux qui montrent beaucoup de sécheresse, vous avez 1 point. Puis si la salive est diminuée, vous avez 1 point. Il faut avoir un minimum de 4 points pour dire que vous avez possiblement la maladie de Sjögren. Et par la suite, même à ça, il faut exclure aussi d'autres causes de sécheresse comme la radiation, l'hépatite C, le VIH et d'autres maladies auto-immunes. Alors, une fois qu'on établit le diagnostic ou une fois qu'on trouve que vous avez des yeux secs et la bouche sèche qui vous dérange, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Alors, ici, on a beaucoup de conseils à vous donner, puis je pense que pour ça, la règle générale, c'est le grand bon sens. Vous allez voir, il y a beaucoup de lignes et j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que Sclérodermie Québec va rendre un pamphlet d'informations sur la maladie de Sjögren associée à la sclérodermie disponible sur le site web de Sclérodermie Québec après cette présentation-là. Alors, j'aimerais aussi remercier le docteur Alexandra Albert, qui est une rhumatologue qui travaille dans la région de Québec, qui a fait un peu le guide pour la maladie de Sjögren que j'ai adapté pour la présentation. Alors, si on parle de la sécheresse au niveau des yeux, comme je disais, le gros bon sens. Fait qu'il faut s'assurer justement de ne pas passer trop de temps aux ordinateurs, de faire des pauses, de vivre dans un endroit où on a quand même de l'humidité dans l'air. Parce que quand c'est trop sec, nos larmes ont tendance à s'évaporer. Quitte à acheter un humidificateur à la maison. Il faut éviter, bien sûr, la fumée et la poussière. Des fois aussi, ça vaut la peine, si vous portez des lunettes ou des verres de contact, d'adapter un peu. Souvent, il existe des lunettes qui encerclent un peu plus les yeux, qui permettent de diminuer l'évaporation au niveau des larmes. L'autre chose, par contre, pour les verres de contact, je vous encourage à en parler avec votre optométriste parce que des fois, quand les yeux sont trop secs, les lentilles risquent de se coller aux yeux et ça peut faire des dommages au niveau de la cornée. Alors, ça serait quelque chose à vérifier. Puis, à part de ça, les larmes artificielles, c'est un bon traitement, mais on va parler des médicaments un peu plus tard durant cette présentation. Par la suite, pour la bouche, c'est un peu la même chose. Il faut éviter de fumer. Il faut rester hydraté. Si on a soif, il faut boire. Il faut traîner sa bouteille d'eau. Des fois, faire des gargarismes avec l'huile d'olive et l'huile de coco, ça peut très favoriser. Éviter les boissons sucrées parce que justement, le sucre, ça peut se coller aux dents puis ça peut endommager vos dents. Éviter les aliments trop durs. Éviter les aliments trop chauds, trop épicés. Accompagner vos repas justement
d'eau. Les autres conseils qui sont quand même assez intéressants, c'est de un, euh, s'assurer que, dans le fond, vous avez une visite régulière chez le dentiste pour vérifier la santé de vos dents. Les autres choses que les gens disent d'aider, c'est quand vous achetez le dentifrice, essayez d'acheter un dentifrice sans saveur. Fait que le dentifrice, genre le plus régulier, on pense que c'est ceux qui sont le meilleur pour ceux qui ont le syndrome de Sjögren parce que les dentifrices avec la menthe mixée dedans ou d'autres colorations qu'on voit ou genre des saveurs, on sait que ça peut nuire aux dents plus que aider. Puis par la suite, c'est sûr, bien utiliser la soie dentaire. Des fois, pour essayer de stimuler la salive, on peut utiliser de la gomme à mâcher. Quand vous mâchez la gomme, naturellement, vous produisez de la salive. Par contre, on recommanderait d'utiliser de la gomme sans sucre parce que, encore une fois, le sucre endommage les dents. Si on parle du traitement un peu plus médical par les médicaments au niveau des yeux, bien sûr, on recommande un suivi régulier avec votre ophtalmologue. Des fois, ils vont aussi déléguer la tâche avec un optométriste qui peut vous suivre pour ça, mais on recommanderait un rendez-vous au moins une fois par an pour vérifier la santé des yeux. Puis par la suite, on a bien sûr les lames artificielles qu'on peut acheter en vente libre, qu'on peut mettre pour les yeux. Puis si l'enjeu pour vous, c'est surtout la sécheresse au niveau de la nuit, il y a des lames qui existent en gel qui restent sur les yeux et qui durent plus longtemps. Par la suite, on a les gouttes médicamenteuses comme les corticostéroïdes et la cyclosporine. L'oméga 3, c'est aussi une vitamine que vous pouvez essayer, qui a des études qui montrent des bénéfices. Par la suite, il y a des médicaments qu'on va utiliser pour essayer de stimuler, de fouetter un peu nos glandes pour produire de la salive. Ça s'applique autant pour les yeux que pour la bouche. Le seul produit qui est disponible au Canada en ce moment, qu'on peut prescrire, c'est la pilocarpine ou c'est appelé la salagène. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça stimule notre corps, notre système nerveux à fouetter les glandes pour produire plus de salive. Ça marche bien chez les personnes avec une maladie de glande qu'on dit modérée, mais qui n'est pas détruite parce que si la glande est déjà détruite par la maladie, ça ne sert à rien de le fouetter, le chat est déjà mort. Fait que bon, toujours parler avec votre médecin. Puis les effets secondaires de ce médicament-là, ben, c'est sûr que si ça vous fait plus de larmes, plus de salive, ben, vous avez sué plus pour ça. Puis certains patients qui ont de l'asthme peuvent avoir des bronchospasmes et des fois, ça peut faire diminuer le rythme cardiaque. C'est loin d'être des effets secondaires exhaustifs et ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement avoir un effet secondaire quand vous essayez ce médicament-là. On dit toujours commencer doucement puis augmenter la dose selon votre tolérance. Mais si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez toujours en parler avec votre professionnel de la santé pour voir ce qu'il vous propose. On insiste un peu plus avec le dentiste. Ce qu'on recommande, et ça je dis dans un monde idéal, c'est un rendez-vous chez le dentiste 4 fois par année. Puis on comprend que le dentiste, ça coûte cher, c'est pas tout le monde qui a des moyens de se payer ça. Mais je pense que les choses qu'on peut se faire, c'est avoir une bonne hygiène dentaire, utiliser la soie, s'hydrater, utiliser la gomme à mâcher sans sucre. Ici, ça ne suffit pas. Il y a aussi le xylitol, qui est un peu comme un espèce de sucre naturel, mais qui n'endommage pas les dents, qui peut stimuler la salive qu'on met dans la bouche, qu'on peut acheter à la pharmacie. Si ces produits-là ne suffisent pas, on a bien sûr la salive artificielle et la pilocarpine. D'autre part, encore une fois, je mets l'emphase sur les mesures non pharmacologiques, les mesures naturelles, l'air humidifié, irriguer le nez si jamais votre nez est trop sec. Et si jamais vous éprouvez beaucoup de douleur durant les relations sexuelles, bien, ça vaut la peine d'acheter un lubrifiant pour contrer la sécheresse. Alors, voici un survol pour la présentation. C'est loin d'être une revue exhaustive du syndrome de Sjögren, mais ça me fait plaisir justement de répondre à vos questions et vous donner plus d'informations sur ce syndrome-là. Alors, je pense, en fait, avant la phase des questions, je vais aussi retourner le témoignage à Mme Lise André, qui a gracieusement accepté de nous partager son expérience avec le syndrome de Sjögren et peut-être elle pourra justement parler de son témoignage, de son parcours, puis de ses expériences. Fantastique. Merci de faire cette partie de présentation pour Madame Lise Saint-André. Donc, on vient de voir, dans le fond, tout l'aspect plus
pharmaco, tu sais, tout ce qui concerne vraiment au niveau de la médecine, mais c'est toujours très intéressant. Puis je pense que vous êtes là aussi pour ça, pour avoir des témoignages de vos pairs. Donc, je laisse la parole à Madame Lise Saint-André. Vous l'aurez aussi constaté, je ne l'ai pas mentionné, mais cette vidéo, ce forum est enregistré de manière justement à pouvoir transmettre le tout puis informer le plus de gens possible qui se sentent interpellés ou concernés par le sujet puis qui veulent en savoir plus. Donc, si vous avez vu dans le coin de l'image une petite lumière rouge, vous comprendrez que ça va être parce que c'est enregistré. Donc, on remercie nos intervenants d'avoir accepté que ça soit justement enregistré. Donc, je laisse la parole à Madame Lise Saint-André. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à Docteur OA de sa présentation. J'espère que je ne me trompe pas là, au niveau de votre nom. Euh, donc, moi, c'est que le syndrome de Sjögren a été diagnostiqué il y a 48 ans. Donc, j'en avais 19 ans. Et ça s'est manifesté en premier par les glandes parotides, donc le gonflement des glandes salivaire. Et donc, on a passé vraiment les tests qui étaient nécessaires à ce moment-là, c'était en ORL. Et on a mentionné qu'il y avait le syndrome de Sjögren. J'ai été référée à ce moment-là à un rhumatologue et en faisant l'évaluation clinique, et ce que je lui mentionnais, entre autres, des symptômes que j'avais remarqués, entre autres, là, que j'avais, il y avait entre autres, là, c'est de la sécheresse au niveau des yeux, de la peau, du nez, de la bouche. Il y avait des douleurs articulaires, musculaires, il y avait des névralgies. Puis l'impact qui était vraiment le plus grand à ce moment-là, c'était la fatigue. Par la suite, ce qu'on m'avait proposé à ce moment-là, c'était de faire l'essai de la pilocarpine, le salagène, ce que j'ai essayé vraiment sur un court laps de temps parce qu'il y avait vraiment beaucoup, il y avait beaucoup là, de stimulation qui vraiment se faisait. Il y avait des effets secondaires que j'aimais moins. Donc, je voulais tenter de voir si je pouvais là, le gérer par moi-même. À ce moment-là, j'étais vraiment à l'université. J'étais en éducation physique à l'université. Donc, donc, c'est que mon parcours s'est vraiment poursuivi, tout ça. Il y a eu des hauts et des bas tout au long, là, je veux dire, mes études universitaires. Par la suite, comme enseignante, ce qui m'ennuyait le plus, c'était vraiment la sécheresse au niveau de la bouche. Donc, évidemment, c'est que mes étudiants étaient bien avisés que j'avais vraiment la bouche sèche, puis de toute façon, ils s'en apercevaient, tout ça, puis ils me faisaient un petit signe à un moment donné de prendre de l'eau. Par la suite, il y a 18 ans, je me suis mis à avoir d'autres symptômes là, qui étaient vraiment différents de ceux que j'avais connus. Mes doigts sont devenus blancs lorsque je touchais au froid. Mon corps était très sensible au froid. J'avais une douleur vive qui était à la poitrine. J'ai une perte de poids de plus de 50 livres. Donc, à ce moment-là, on a fait une réévaluation et on a vu qu'il y avait une sclérodermie systémique limitée, qu'on appelait à ce moment-là de type CRESS. Donc, on a fait à ce moment-là une proposition, là, c'est de plan de traitement. Tout ça, on a essayé, entre autres, là, c'est de la médication, voir en tout cas si ça pouvait atténuer tout ça. Et par la suite, il y a 8 ans, j'ai commencé à ressentir vraiment de l'essoufflement, un certain étouffement. Donc, on a évalué à ce moment-là. On a vu qu'il y avait une atteinte pulmonaire. Donc, par la suite, euh, il y a 4 ans, mon médecin rhumatologue a pris sa retraite. Donc là, j'ai eu une nouvelle rhumatologue qui a fait avec moi vraiment comme une toute nouvelle évaluation vraiment de mon état. Donc, ce qu'elle a confirmé, c'est qu'il y avait un Sjögren, il y avait effectivement une sclérodermie. On a parlé à ce moment-là, tantôt on parlait de sclérodermie avec secondaire au niveau Sjögren. Moi, je vous dirais que j'ai toujours appris que j'avais un Sjögren et par la suite, il y a eu une sclérodermie. Et on a parlé à ce moment-là aussi là, de syndrome de chevauchement et on a précisé le type de sclérodermie que j'avais. Étant donné que ma peau n'est pas atteinte, donc on a parlé d'une sclérodermie syncytiale scléroderma, ce que je n'avais jamais entendu. Donc, au fond, les organes peuvent être atteints, mais il n'y a pas au niveau de la peau, il n'y a pas de durcissement au niveau de la peau. Donc, tout au long vraiment là, de ces années-là, euh, à chaque fois que je rencontrais un spécialiste,
On mentionnait vraiment toutes sortes de noms là, qui étaient associés, là. Il y avait entre autres comme une maladie auto-immune inflammatoire, une maladie auto-immune du tissu conjonctif, une connectivite mixte, une connectivite indifférenciée, collagénose, le syndrome de chevauchement. On me parlait aussi de syndrome de Sharp. À chaque fois, j'allais un petit peu vérifier ce que c'en était, mais tout au long de mon parcours, j'essayais avant tout de ne pas mettre beaucoup d'espace à ce type de maladie. Déjà, les symptômes étant, je dirais, très présents au quotidien, je voulais me centrer plus sur ce que je pouvais faire, entre autres, là, de mon quotidien, de ma vie. Donc, tenter d'avoir des projets, tenter d'avoir des choses qui me faisaient plaisir pour tenter de ne pas mettre trop d'espace à cette maladie qui est vraiment très présente dans le quotidien, qui vraiment dérange beaucoup. Donc, par la suite, évidemment, il y a eu tout au long, là, excusez-moi, une prise là, en charge du côté médical où on fait au fond de l'observation, on voit vraiment l'évolution, on fait vraiment, c'est des suggestions au niveau de traitement, diminuer les symptômes. euh, Mais je suis quand même très, très consciente que c'est un type de maladie qui ne se guérit pas, qu'on essaie d'atténuer les symptômes. On traite lorsqu'à un moment donné, il y a une infection. Et je vous dirais que de mon côté, ce qui a été vraiment et ce qui est toujours le plus important, c'est l'auto-prise en charge. Donc, de connaître davantage sur ces maladies-là, de se référer à des sources fiables. J'assiste régulièrement à des conférences données par des professionnels de la santé. J'ai participé à plusieurs projets de recherche qui étaient au niveau de la sclérodermie, qui étaient aussi avec la COVID là, au niveau là, des vaccins. Ensuite de ça, je tente de m'impliquer vraiment dans mon plan de traitement avec les spécialistes. Chaque spécialiste a son approche, donc il arrive parfois qu'il y a des informations qui m'apparaissent des fois comme étant contradictoires. Évidemment, des fois, ça peut générer un petit peu de stress. Donc, j'essaie de mon côté de vraiment, je dirais, prendre les informations, vraiment, c'est comme elles sont, et de me référer vraiment euh, à mon plan de vie qui est de mettre vraiment de l'importance sur les choses qui sont importantes, ce que j'aime faire. Donc, je participe aussi à des groupes de soutien. Je m'entoure d'amis qui sont, je dirais, compréhensibles. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on sait aussi que les activités sont comme euh, souvent dérangées parce que c'est pas tout à fait vraiment, c'est une bonne journée. Donc, les symptômes, des fois, sont comme un petit peu trop présents. Donc, c'est préférable que l'on demeure, là, je dirais, sagement à la maison. Et je n'hésite jamais à me faire aider sur le plan psychologique. Donc, tout au long vraiment de mes années, j'ai toujours été chercher vraiment du soutien au niveau là, de professionnels du côté psychologique pour avoir un soutien, pour comprendre davantage, je dirais, cette maladie-là, cet impact dans ma vie et tenter aussi vraiment, c'est de me trouver des choses qui sont agréables pour pouvoir vraiment c'est profiter de la vie. Puis vous voyez, aujourd'hui, j'en ai 68 et je suis encore très, très, très impliquée et j'adore vraiment ce que je fais. Donc, je vous souhaite vraiment la meilleure des chances, vraiment à tout le monde. Puis, merci vraiment. Merci. Ouais, merci pour votre témoignage. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître ou du moins avoir quelques cloches qui vont s'allumer. Justement, un peu pour faire le pont avec ce qui a été mentionné, Dr. Sheng Sheng, est-ce que vous pouvez, dans le fond, revalider à quel moment on doit s'inquiéter d'une situation où, tu sais, on a tous un peu la sécheresse oculaire, comme l'avait dit, il peut y avoir de la sécheresse buccale. En tant que femme, il y a plusieurs éléments qui peuvent se présenter, comme vous l'avez adressé dans la présentation, mais vraiment, à quel moment on doit aller faire ces tests-là? Ben, je pense que d'abord, merci d'abord à Mme Lise Saint-André pour avoir fait preuve du témoignage. Puis je pense que c'est vraiment la bonne approche à faire. De plus en plus, on se rend compte,
c'est pas juste le médecin qui décide tout, qui fait le plan. On a besoin des patients. C'est vraiment une relation de collaboration. Et le plus que les patients connaissent sur la maladie, le plus qu'ils participent au processus, le plus on rend compte que les patients deviennent mieux, puis se sentent un peu plus en contrôle. Puis une des choses, Madame Saint-André, que vous avez mentionné, c'est qu'on vous a donné plusieurs étiquettes à travers le temps. Puis je pense que ça témoigne un peu de la complexité du corps humain. On donne des étiquettes, mais chacun vit une maladie de sa propre façon, comme il n'y a pas deux patients avec la sclérodermie, même s'ils ont le même anticorps, qui ont exactement les mêmes symptômes. Alors, pour nous, c'est vraiment important pour les patients qui ont ces maladies-là de les écouter, de voir c'est quoi exactement ce qui est important pour eux, c'est quoi les symptômes et de surveiller. Puis, durant votre parcours, vous avez aussi parlé d'atteindre au niveau des poumons puis de d'autres endroits. Encore une fois, c'est pas une maladie que nécessairement tout le monde qui va avoir la maladie de Sjögren va avoir ces atteintes-là. C'est toujours, chacun vit sa propre maladie. Mais c'est des choses qu'on vous demande de surveiller quand vous parlez avec votre médecin. Puis quand on a un suivi régulier, on fait régulièrement des prises de sang, des imageries pour s'assurer que tout est correct. Puis on vous pose des questions. Et c'est vraiment ça le plus important pour que si jamais il y a quelque chose, on attrape ça un peu tôt. Pour revenir à la question de Mme Dubé, les choses qu'on doit surveiller, encore une fois, c'est normal d'avoir un peu sèche, mais je dirais que si c'est quelque chose qui vous inquiète assez pour que vous parlez au médecin, parlez-en. Si c'est quelque chose qui vous est en tête, parlez-en. Même si vous utilisez moins que 3 fois les larmes par jour, même si pour manger, pour avaler, vous dites que c'est correct, si c'est quelque chose qui vous vient en esprit, je pense que ça vaut la peine de demander la question. Puis au final, peut-être que vous allez juste vous faire rassurer, mais nous, on se fie beaucoup à vos symptômes pour un peu genre pousser puis faire les investigations. Parfait, merci. Puis la question va être plus adressée à Madame Saint-André. Justement, comment ça vous atteint dans votre quotidien? Vous avez une certaine gradation. Donc, initialement, vous parliez de votre expérience quand vous étiez enseignante en éducation physique, fait que c'était plus au niveau de la sécheresse, mais tu sais, dans le quotidien, comment ça se reflète? Euh, Ce qui a été vraiment, puis ce qui est comme toujours vraiment difficile, c'est au niveau de la fatigue. Moi, je ressens vraiment, je sais que des gens ont peut-être une fatigue minimale. Moi, c'est vraiment une très, très grande fatigue. Donc, il y a toujours vraiment un effort, mais depuis le temps, j'ai tellement, je dirais, comme l'habitude. Donc, je sais qu'elle est là et c'est vraiment d'être en mouvement. Donc, lorsqu'on ressent cette fatigue-là, ce n'est pas vraiment de rester, par exemple, au lit ou bien de rester assis. C'est de faire l'effort de se lever, de commencer par circuler au niveau de la maison, tout ça, et de sortir à l'extérieur. Et à un moment donné, on dirait que les choses se replacent. Ça se replace puis aussitôt que l'on arrête, évidemment, on est comme à un moment donné un petit peu accablé par ça, mais on sait que ça va et ça vient. Et c'est surtout de savoir qu'il faut comme, à la fois comme un peu la combattre, il faut faire l'effort vraiment de bouger. Et plus qu'on va bouger de façon vraiment, là, je dirais, euh, modéré, là, pas vraiment un entraînement là, olympique, là, vraiment, ça va nous faire du bien. Et ça l'aide vraiment à maintenir vraiment la santé du corps, là, euh, vraiment très, très bien, là. Puis de votre côté, Dr. Chang, est-ce que c'est des choses que justement vous observez? Est-ce que c'est la fatigue qui ressort le plus? Oui, en fait, c'est comme je pense que c'est un très bon point que Mme Saint-André a apporté. Souvent, les patients avec les maladies rhumatologiques vont rapporter de la fatigue puis de la santé mentale. Puis des fois, que les patients peuvent entendre, c'est comme, ben là, votre maladie est calme, entre guillemets, c'est comme elle n'affecte pas vos organes, mais vous ressentez toujours de la fatigue. Puis la réalité, c'est que on sait que c'est ces maladies-là qui prédisposent les patients à être plus fatigués, à avoir plus de douleurs généralisées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme fibromyalgie. Puis ça affecte aussi la santé mentale. Et tout ça, c'est pas juste dans votre tête. C'est vraiment quelque chose que la maladie peut faire, qui peut vous affecter, qui dérange beaucoup la qualité de vie. Malheureusement, pour le moment, malgré beaucoup la science qui a progressé,
on n'a toujours pas d'outils médicamenteux à date qui nous permettent de combattre cette fatigue-là et cette atteinte de l'humeur. C'est sûr que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de traitements qui vont sortir pour nos maladies qui nous donnent de l'espoir, mais vraiment l'important, c'est ce que Mme Saint-André fait, c'est vraiment de s'assurer que sa santé mentale est correcte, de faire de l'exercice, de bouger, de continuer à vivre, de continuer à faire du loisir, parce que notre santé est beaucoup reliée à notre état général, notre communauté et notre santé mentale. Alors, je pense que c'est vraiment ça l'approche qu'il faut avoir, que oui, vous avez cette maladie, mais vous continuez à avoir une vie et vous pouvez avoir une qualité de vie. Vous pouvez continuer à vivre, continuer à faire les choses que vous aimez et c'est vraiment ça l'important. On s'en doutait. Il y a beaucoup de questions qui ont trait au traitement associé au syndrome. Donc, tu sais, on parle de justement, est-ce qu'il y a des prédispositions, le fait d'avoir morphée, crèse, est-ce que ça augmente les chances d'avoir la maladie? Puis, ben, justement, au niveau des traitements, on parle que qu'est-ce qu'on fait si on ne répond pas bien aux médicaments dont le nom m'échappe, auxquels vous avez fait mention dans la présentation. Donc, parlez-nous un peu de cet environnement-là, autant du niveau des prédispositions que des traitements. OK. Ça marche. Fait que dans le fond, si on revient un peu à la question pour ça, je pense en général, la façon que notre système immunitaire marche, c'est que si vous avez une maladie auto-immune, ça augmente vos chances d'en avoir une autre par le fait que l'auto-immunité se propage. Puis si on va un peu plus en détail dans ça, ce qui arrive, c'est que dans le fond, il y a certaines cellules de notre corps que le système immunitaire ne reconnaît plus. Et c'est plus que c'est genre notre propre corps, fait qu'il s'attaque à ça. Fait que c'est pour ça, alors quand il s'attaque à nos cellules, ce qu'on veut dire, c'est que ça produit les anticorps qu'on a dans nos maladies. Puis je pense une des questions qu'on avait reçues, c'est justement, c'est quoi le rôle des anticorps dans ces maladies-là? Pour la maladie de Sjögren, les deux anticorps principaux, c'est surtout ce qu'on appelle le anti-SSA ou le anti-RO et le anti-SSB ou le anti-LA. Il y a aussi une certaine des patients avec le Sjögren qui peut avoir un anticorps anti-centromère qu'on retrouve surtout en stérodermie, dont la forme creste. Et il y a certains patients qui n'ont aucun anticorps qu'on trouve présentement. C'est peut-être un anticorps qu'on ne connaît pas encore avec les méthodes scientifiques qu'on a en ce moment. Alors, pour revenir à la question de la prédisposition, oui, ça vous prédispose, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez nécessairement cette maladie-là. Alors, je pense que si c'est quelque chose qui vous inquiète, ben, parlez-en à votre médecin. Si jamais vous n'avez pas de symptômes au niveau des yeux puis au niveau de la bouche, ben, je pense que pour le moment, c'est correct. Je pense qu'avoir comme un suivi régulier, comme vous avez la maladie de crèche, je présume qu'un rhumatologue vous suit ou un interniste ou un médecin euh, qui est habitué à cette maladie-là. Alors là, pour le moment, si vous pouvez toujours leur poser des questions. J'ai ça, est-ce que j'aurais la chance d'avoir ce syndrome-là en particulier? Je ne peux pas répondre malheureusement aux questions individuelles parce que je ne connais pas votre dossier personnel, mais je peux vous donner des généralités. Puis l'autre chose, je pense, quand les traitements pharmacologiques ne marchent pas, une des choses, c'est on revient à la base, on regarde est-ce qu'on a optimisé le non-pharmaco. Puis l'autre chose, des fois, c'est est-ce qu'on a exclu les diagnostics alternatifs? Est-ce qu'on a d'autres causes de sécheresse pour lesquelles on n'a pas attaqué? Puis par la suite, il y a aussi des traitements expérimentaux qui sont présentement en voie de développement, mais vu qu'on n'a pas de littérature qui valide vraiment l'utilité de ces traitements-là, je pense que c'est important de parler à votre médecin pour voir s'il y a des projets de recherche ou des nouveaux protocoles qui sont disponibles pour vous. Mais je vous confirme qu'il y a des façons de vous aider. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir les symptômes si on a la sclérodermie? Mhm. Les choses qu'on peut faire, je m'excuse, pouvez-vous Dans le fond, répéter? est-ce qu'il y a si on a déjà la sclérodermie, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir les symptômes de Rogène, excusez-moi? De Sjögren. Vous voulez dire de Sjögren, j'ai toujours développer la misère. maladie? Oui, exactement. Les choses qu'on peut faire, je pense que, un, c'est s'assurer que votre sclérodermie est bien contrôlée, que vous avez un suivi régulièrement.
C'est sûr, l'autre bémol, c'est que certains patients avec une sclérodermie vont évoluer lentement, d'autres vont avoir des symptômes qui s'ajoutent rapidement, qui ont besoin d'immunosuppresseurs. Alors, je pense que dans ce moment-là, c'est surtout discuter avec votre médecin pour voir si vous avez besoin d'un traitement pour essayer de moduler le système immunitaire. D'un autre côté, je pense que Mme Saint-André, ce qu'elle dit, c'est quelque chose de très correct. Faire du sport, on sait que faire du sport, c'est très anti-inflammatoire. Alors, malgré qu'on n'a pas de grosse évidence dessus, ça ne fait pas de mal de faire du sport, ça améliore votre santé cardiovasculaire, ça améliore votre humeur. Il faut en faire. Un autre côté, si vous avez un certain surpoids, des fois perdre un peu de poids, ça peut aider aussi parce qu'on sait que le gras est très inflammatoire. Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Des fois aussi moduler l'environnement, essayer d'éliminer la fumée, éliminer la poussière qui peuvent faire exciter notre système immunitaire. C'est aussi des choses qu'on peut faire pour essayer de prévenir ces symptômes-là. Est-ce que on sait c'est quoi l'état de situation au Québec? Est-ce qu'on sait combien de personnes pourraient en souffrir en ce moment? Ben, en fait, pour la maladie de Sjögren, je pense que les chiffres que j'ai donnés, 60 sur 100 000, je pense que c'est des études qu'on a faites. Pour la prévalence exacte, je ne sais pas. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a plusieurs personnes probablement qui ont la maladie de Sjögren qui n'ont jamais consulté un médecin, qui n'ont pas tant de symptômes que ça, qui ne font pas partie des statistiques exactement. Puis la maladie de Sjögren, il y a certains patients qui auront juste un peu certains symptômes, mais pas les autres. Puis j'en profite pour répondre à quelques questions qui sont déjà dans le chat que je vois de Madame Côté. Est-ce que le patient peut avoir juste de la sécheresse au niveau des yeux sans avoir les autres? Et ça, totalement oui. Ça ne veut pas dire qu'un patient doit avoir tout le trio pour avoir nécessairement ça. Un patient peut juste avoir la sécheresse au niveau des yeux, certains juste au niveau de la bouche. Puis certains patients peuvent avoir une sécheresse sévère au niveau des yeux sans que les bouches sont affectées. Ça, c'est un peu atypique, mais comme on dit, dès que vous avez un doute, parlez-en avec votre médecin, puis il va vous envoyer faire les tests nécessaires pour ça. J'en Il y profite a- aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Si vous voulez, je sais que vous voyez les questions justement qui rentrent. On pose justement la question de clarifier c'est quoi la différence entre le crête et la sclérodermie. Mhm. Alors, dans le fond, ça, c'est une excellente question. Alors, le CRESS et la sclérodermie, en fait, le CRESS, c'est un acronyme qu'on utilise pour décrire une forme limitée de sclérodermie. La nouvelle nomenclature, la nouvelle façon de nommer les maladies, on n'utilise plus vraiment la maladie de CREST. On l'appelle la sclérodermie limitée. Et la raison pourquoi le CREST existait avant, c'est que ça permettait à nous, les médecins, de se rappeler c'est quoi les symptômes principaux. Alors, le C, le CREST, c'est pour la calcinose. Fait que les patients qui ont la forme limitée ont un peu plus de calcium au niveau des extrémités. Le R, c'est pour la maladie de Raynaud. Justement, le E, c'est pour la dysfonction œsophagienne. Le S, c'est pour la sclérodactylie ou le durcissement de la peau. Et le T, c'est pour les téléangiectasies, qui sont les petits points rouges que vous pouvez des fois voir au niveau de la bouche puis au niveau des doigts. Mais encore une fois, certains patients, ils peuvent être limités puis ensuite devenir de forme diffuse. La plupart du temps, reste limité. On traite un patient, puis la façon de classifier, c'est aussi une façon pour nous euh, de remettre le patient en contexte, puis des fois, ça peut guider nos dépistages qu'on fait. Vu que vous faites partie de Stérodermie Québec, vous savez probablement que certains de vos médecins demandent des fois de faire des tests de fonction respiratoire, de certaines imageries, des tests pour le cœur, pour vérifier que le stérodermie n'atteint pas des organes. Des fois, ça nous guide, mais je vous dirais, encore une fois, on se fie sur vous, sur les symptômes que vous nous rapportez. Vous me tendez une perche incroyable pour dire que le 24 avril, il y aura un événement dédié à la calcinose. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous inscrire pour la présentation du 24 avril, la semaine prochaine. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut préciser et savoir? Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les complications qui sont possibles liées au syndrome? De Jogren? Exactement. Ben, c'est sûr que je pense, en fait, c'est comme le Jogren peut atteindre tous les organes. Je pense qu'une des choses à retenir, c'est que c'est la plupart des gens, si jamais il y a une atteinte, souvent c'est asymptomatique.
ou non sévères. Mais par contre, je vais être transparent avec vous. Des fois, les patients avec les maladies de Sjögren peuvent avoir des complications un peu plus graves. Des fois, ça peut toucher leurs nerfs de façon à ce que ça leur cause de la faiblesse. Des fois, ça peut toucher les reins au niveau des patients. Des fois, ça peut faire des petites cicatrices au niveau des poumons. Certaines fois, vu que justement, il y a un gonflement au niveau des glandes, s'il y a comme un gonflement qui dure très, très longtemps, qui ne diminue pas, surtout d'un côté, des fois, votre médecin va faire une biopsie pour exclure un cancer. Une des choses qui se passe avec toutes les maladies auto-immunes, c'est que justement, vu que notre système immunitaire est un peu hyperactif, ben, ça favorise aussi aux cellules de se diviser plus. Alors, ça augmente en général votre risque de cancer. Bien sûr, je veux énerver personne. Normalement, quand la maladie rhumatologique est bien contrôlée avec un bon suivi, on attrape, les chances de développer un cancer sont faibles, puis quand ça arrive, on l'attrape tôt. Et dans le Sjögren, normalement, le type de cancer qui se développe, qui s'appelle le MALT, est un cancer qui est très lent, qui se développe de façon très, très lente. Alors, on a du temps pour l'attraper. Puis la question va être plus adressée à Madame Saint-André. Quels sont les conseils que vous donneriez aux patients atteints du syndrome de Sjögren? Je dirais la première des choses, c'est la connaissance de soi. Parce que les symptômes sont tellement fréquents dans une journée que qu'on est toujours comme sur un système d'alerte. Donc, de vraiment comprendre qu'on n'a pas à aller consulter le médecin à chaque fois qu'on est vraiment en alerte. Donc, je dis, ça va, ça vient. Et à un moment donné, on apprend à connaître là, le type de symptômes qu'on a, d'évaluer aussi quelle est l'activité qu'on a faite avant qui a pu avoir à un moment donné vraiment une répercussion sur nos symptômes. Donc, on a vraiment à faire une analyse, là, je dirais, comme complète un peu là, de nos activités, par exemple, si notre sommeil n'a pas été bon, c'est sûr que le lendemain, on va avoir un peu plus de difficultés, puis la douleur va être comme plus présente, mais pas nécessairement qu'elle a augmenté, mais notre perception de la douleur est comme plus grande. Donc, c'est vraiment de prendre la peine d'analyser notre situation, nos activités, puis on doit aussi se donner des moments de repos. C'est extrêmement important parce qu'on se fatigue plus vite. Excusez-moi, Vous n'avez aucunement à vous excuser. tout colle. On se fatigue plus vite que les gens de notre âge, puis on est plus long aussi à récupérer de notre fatigue. Donc, on Vraiment a toujours intéressant. une fatigue de fond qui est là. Puis on aura beau demeurer couché, être dans le sud au soleil, elle va toujours être là, cette fatigue. Donc, à un moment donné, c'est de savoir ça et de ne pas lui donner tout l'espace. Donc, c'est une des choses qui est vraiment importante parce que le syndrome de Sjögren, j'ai appris avec le temps que ce n'est pas quelque chose, je veux dire, qui est grave en soi, mais ça n'empêche pas que le quotidien peut être difficile, mais ce n'est pas une maladie qui est grave. Je veux dire, on n'est pas en danger de mort. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment, je me dis, en tout cas, réaliser que même si on est inconfortable, on n'est pas en danger et on a du pouvoir vraiment sur notre vie et en étant vraiment, en allant chercher de l'aide, en étant actif, en participant à des groupes de rencontres, en écoutant des gens qui, des fois, ont des trucs qui peuvent nous aider. Des fois, les trucs ne fonctionnent pas, mais on essaie d'autres. Et c'est souvent par essai-erreur. Donc, puis je veux dire, la vie, là, elle vaut la peine vraiment d'être vécue malgré tout, je veux dire, ces ennuis-là. C'est quoi l'aspect héréditaire, Dr. Chen, lié au syndrome? Oui, alors dans le fond, c'est une des choses que je voulais couvrir. Alors, ce qu'il faut savoir des maladies auto-immunes, c'est que ce pas des maladies qui sont nécessairement génétiques. C'est pas comme d'autres syndromes génétiques dans la médecine que si les parents l'ont, l'enfant a comme genre 25% de chances de l'avoir. Ce qu'on sait, c'est que genre les patients qui ont des proches qui ont une maladie auto-immune ont eux aussi la chance un peu plus de chances de développer une maladie auto-immune.
On dit environ que c'est environ 5 à 10 fois plus, avec le bémol que les maladies auto-immunes, c'est des maladies qui demeurent quand même assez rares. Et je tiens à ressouligner tantôt, justement, vu que j'ai parlé de cancer, puis des fois qu'on parle de cancer, les gens figent que, dans le fond, quand la maladie est bien contrôlée, les risques sont quand même relativement assez faibles. Et normalement, quand vous avez un suivi régulier, on est capable d'attraper ces choses-là quand vous parlez avec votre médecin. Excellent. Puis, justement, vers quoi on tend, soyons tournés vers l'avenir et la recherche, on en est où dans la recherche, dans des solutions, des traitements, tu sais, ça tend vers quoi et à quoi on peut s'attendre? Alors, les traitements présentement pour la maladie de Sjögren, puis pour les autres, c'est beaucoup de médicaments biologiques. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est qu'avant, pour les maladies auto-immunes, on a comme des médicaments qui sont un peu plus générales. Vous avez probablement déjà entendu parler de la prénisone, qui est un corticostéroïde. Des fois, on a comme du Plaquenil ou de l'hydroxychloroquine, du méthotrexate ou du mycophénolate mofétil et d'autres médicaments. Là, ce qu'on s'est réalisé, c'est qu'à la place de supprimer le système immunitaire en entier, on va attaquer juste une partie précise du système immunitaire qui est clé dans la maladie. Et ça, c'est des médicaments qu'on appelle les médicaments biologiques qu'on utilise en arthrite, mais que là, ça arrive. La difficulté un peu avec les connectivites, comme vous appelez, comme le lupus, le Sjögren, la sclérodermie, c'est que chaque patient est comme un peu différent, alors son système immunitaire réagit de façon différente. Alors, dans les prochaines années, puis avec les progrès, et l'intelligence artificielle, on va pouvoir offrir beaucoup plus une médecine personnalisée. Et à la place de dire ce patient a, mettons, genre un syndrome de Sjögren, on va peut-être dire ce patient a cette partie de ce système immunitaire qui fonctionne mal, fait qu'on va fixer cette partie-là en particulier. Puis, je vais juste, si ça ne vous dérange pas, du bien en profiter pour répondre aux questions qui sont dans le chat parce que j'aimerais ça que genre, tout le monde ait la chance de poser la question puis d'avoir une réponse. Alors, pour Madame Lalande, vous avez remarqué que vous avez un peu plus de transpiration au niveau de la peau dans les derniers mois. Est-ce que c'est un lien avec le Sjögren? Je ne dirais pas directement parce que le Sjögren, ça cause plus de la sécheresse plutôt que les transpirations. Par contre, une des choses que je vous dirais, c'est que si jamais vous êtes tout le temps trempé, ce que ça veut dire, c'est que vous vous levez la nuit, puis les couvercles sont humides, sont mouillés, que vous perdez du poids, que vous faites de la fièvre, que vous avez des douleurs inexpliquées. À ce moment-là, c'est important de consulter un médecin pour qu'il évalue pour voir s'il n'y a pas une cause sous-jacente qui vous cause ces symptômes-là. Par la suite, je vais aussi passer à Mme Micheline Parent. Quels sont les symptômes au niveau des gonflements des glandes? J'ai une sclérodermie limitée avec un diagnostic de Sjögren, mais les médecins ne semblent pas faire de suivi au niveau du Sjögren. Alors, les symptômes au niveau du gonflement des glandes, ce qu'on dit souvent, c'est les joues d'écureuil. Les gens vont vraiment remarquer que leurs joues sont un peu plus gonflées. Puis des fois, quand vous les touchez, normalement, on ne devrait pas sentir ces glandes salivaires. Mais si vous sentez une bosse, clairement, genre, les deux côtés, c'est pas égal. Ça vaudrait la peine d'en parler avec votre médecin. Puis au cas du suivi pour le moment-là, une des choses que je vous dirais, c'est que vu que ces deux maladies un peu cousines, on pose un peu les mêmes questions pour ces deux maladies-là. Alors peut-être votre médecin, puis on fait des prises de sang, puis les prises de sang pour les deux maladies se ressemblent. Alors peut-être votre médecin, en suivant une maladie, il suit aussi l'autre maladie en même temps. Et l'autre question pour quelqu'un, la dernière question, en fait, il y en a plusieurs. Quelqu'un qui a un lupus depuis 42 ans, après 20 ans, s'ajoute le Sjögren. On dit que c'est un Sjögren secondaire. Comment savoir lequel cause un problème particulier? Encore une fois, les maladies, c'est juste des étiquettes qu'on donne. Les gens favorisent de moins en moins de dire qu'on a un Sjögren secondaire, mais plus un Sjögren qui est associé à deux maladies-là qui sont ensemble. Je pense que l'important, c'est d'évaluer à votre médecin, c'est quels symptômes qui prédominent le plus, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis dans ces maladies auto-immunes comme la sclérodermie, comme le lupus, comme le Sjögren, c'est surtout genre quel organe est atteint, puis c'est quoi les traitements qui marchent le mieux pour cet organe-là. On avait une Est-ce que, dernière question qui était sur le stress, justement. Est-ce que ça déclenche un Sjögren? alors, pour le stress en tant que tel, je dirais que oui.
La réponse est que genre, je ne connais pas les études en tant que telles, mais je dirais que oui, il y a quelques années, je me suis beaucoup intéressé à justement le lien entre le cerveau et le corps. En fait, c'est comme avant d'être en rhumatologie, je voulais faire physiatrie, fait que je m'intéressais beaucoup à la santé mentale. Puis beaucoup de choses qu'on ne s'explique pas, c'est que quand quelqu'un a une bonne santé mentale, puis a une bonne volonté, puis a comme un bon équilibre dans sa vie, on voit que tout le reste de sa santé, ça s'améliore. On dit souvent chez des patients que nous, on voit qui ont des maladies chroniques, qu'on dit médicaments qui sont sévères, mais qui continuent à vivre, qui continuent à profiter de leur vie. Puis on voit vraiment que la fortitude mentale aide vraiment le corps physique. Puis il y a beaucoup de communication que présentement on est en train d'élucider. Alors, ce que je dirais, c'est que si vous avez justement la possibilité d'avoir des méthodes qui peuvent contrôler le stress, comme la méditation, du yoga, la pleine conscience, avoir un spécialiste de la santé mentale qui vous encadre pour des séances peut-être de psychothérapie, je dirais que c'est tout en votre faveur et ça va vraiment améliorer votre qualité de vie. Je crois que ça fait le tour des questions qui nous étaient adressées, sinon ce qui ont été en partie répondues, ne serait-ce que dans votre présentation. Donc, pour conclure, comme le docteur Cheng l'a mentionné, le feuillet d'information auquel il a fait référence est maintenant disponible sur le site Internet de Sclérodermie Québec. Il y a évidemment le forum du 24 avril sur la calcinose avec lequel on vous invite à vous inscrire en grand nombre. On vous remercie de votre présence aujourd'hui, puis n'hésitez surtout pas à vous renseigner auprès de votre médecin pour si vous avez moindrement des inquiétudes. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci.